Au château de Chantilly, c'est l'effusion dans les cuisines. La venue de Louis XIV et de sa cour a créé une grande agitation, et les préparatifs vont bon train. Poularde farcie, bouillon de fèves à la menthe, tout le monde s'affaire pour rassasier les quelques 3000 convives qui assistent à la fête. Au milieu de ce tintamarre, le maître d'hôtel ne sait pas encore qu'il assiste à son tout dernier banquet. Wow, salut à tous, je suis vraiment ravi de vous... Hé, qu'est-ce que tu fais là? Tu dégages, allez. Pardon. Ouais, salut les poissons ballons à bande argentée. Oui, je sais, c'est un petit peu long comme nom. Hop là! Retenez-le bien, car si vous le voyez sur la carte d'un restaurant, évitez de toucher à votre assiette. Cette poiscaille-là est pleine de tétrodotoxine. En fait, une substance qui peut être mortelle, quoi. Donc voilà, c'est pas foufou en sushi, quoi. Ouais, c'est comme le fougou, fais pas genre. Exactement, oui. Mais c'est pas grave, puisque ça nous permet de faire une belle transition vers le fabuleux monde de la gastronomie. Le camembert. Le mousse au chocolat. Le choucroute. Ouais. Et en France, vous savez qu'on est particulièrement bien placé pour en causer. Le bouillabaisse. Les profiteroles. Le bœuf bourguignon. Oui, bon, tais-toi, attends, on va pas non plus tous les faire. On sait bien qu'il y a un truc que les Français sont fiers de montrer aux touristes, c'est les grands crus de Bourgogne et le fromage qui pue. Et justement, savez-vous à quel moment la cuisine française s'est imposée comme la référence du repas raffiné dans le monde? Et savez-vous grâce à qui? Car ouais, il existe une longue liste de grands chefs français. Alain Ducasse, Joël Robuchon, Paul Bocuse. Mais il existe aussi un personnage énigmatique, génie du luxe et de l'organisation, qui a organisé les banquets les plus somptueux de l'histoire et fait passer le buffet de Poudlard pour un mauvais kebab de 3 h du matin. Et ce personnage, il a connu une fin vraiment tragique et insolite. Vous allez voir, on est sur du drama de compétition. D'ailleurs, le récit de sa mort a littéralement fait le tour du pays au XVIIe siècle. Aujourd'hui, on va se faire une version à l'ancienne de Top Chef et partir découvrir les mets étranges et luxueux qui étaient servis à Louis XIV, le roi Soleil lui-même, ainsi que l'histoire incroyable du dernier repas d'un des plus grands hommes de la gastronomie française, j'ai nommé François Vatel. Putain, ça nique les oreilles. En fait, notre histoire prend place au XVIIe siècle. Et imaginez que vous vous trouviez à un banquet organisé pour la famille royale. Il y a des milliers d'invités, des courtisanes, des nobles, toute la fine fleur quoi. Les tables sont recouvertes de victuailles, le vin coule dans des carafes en or, les serviettes sont brodées et vous avez l'impression que ce défilé de plats n'aura jamais de fin. Le troupeau de moutons, montagne de caviar, et ici le petit toast qui va avec. Mais jetons un œil dans les cuisines. Et là, il y a tout un tas de chefs et de commis qui s'agitent derrière des marmites et des chaudrons. Et au milieu, il y a ce mec complètement affolé qui donne des ordres dans tous les sens, répond à toutes les demandes des invités et qui a l'air prêt à faire une crise cardiaque au moindre verre cassé. Bon en gros, ce type-là, c'est notre homme. Ouais, moi je crois que je préfère être du côté où on peut manger sans se faire engueuler. Ouais, mais je te comprends, hein. D'ailleurs, comment est-il arrivé là? François Vatel, de son vrai nom Fritz Karl Vatel, est issu d'une famille de laboureurs suisses. Plus attiré par les cuisines que par les champs, il s'engage dans un apprentissage de pâtissier-traiteur où il est vite remarqué pour ses qualités d'organisateur. Selon Madame de Sévigné, sa bonne tête serait capable de contenir tout le soin d'un État. Voilà, un petit génie qui aurait adoré connaître les tableaux Excel. Bref, très vite, ce jeune prodigue a montré des capacités exemplaires. Et nous sommes pile à l'époque où la cuisine française est en train de devenir un pan central de la culture. Avoir une bonne table, c'est montrer son pouvoir. Et le luxe des banquets revêt un rôle carrément politique. Un bon maître d'hôtel est donc une denrée rare et un sacré atout. C'est d'ailleurs Nicolas Fouquet, le surintendant des finances de Louis XIV, qui recrute François Vatel à tout juste 22 ans. C'est un poste de prestige qui va lui permettre de laisser libre cours à sa créativité et d'imaginer les festins les plus somptueux de France. Et bon, quitte à causer Boostify, on va pas se priver d'un petit aperçu du menu. Oh si t'es si doué que tu le dis, moi je veux savoir ce qu'il y avait dans les assiettes, hein. Je suis comme Saint Thomas, je crois que ce que je bois. C'est vrai que ça attire la curiosité. Qu'est-ce que ça voulait dire bien manger au temps de Louis XIV? Si ça se trouve, on sait pas, les mecs sortaient les grandes tables pour un simple poulet rôti sauce samouraï, hein. Samouraï? On sait pas. À vrai dire, à cette époque, que l'on appelle le grand siècle, la simplicité, on connaît pas. Un repas se compose toujours d'au moins
5 ou 6 services. Et dans le service à la française, la table est carrément une œuvre d'art. Elle doit être recouverte de mets différents et tous les plats sont disposés de manière ordonnée et symétrique. Au milieu de la table, on trouve le surtout, c'est le nom du plat, qui est un grand plat rempli de friandises et de bouchées qui doit rester rempli pendant tout le repas. Les invités choisissent ensuite ce qu'ils veulent parmi la sélection présentée. Ah bah ça va, c'est un gros flunch quoi. Sauf que au flunch, tu n'as pas des serveurs qui te tendent un verre à chaque fois que tu veux boire. Hein. Enfin, je crois. Logique. Bah oui, en même temps, au 17e, on avait tellement peur des empoisonnements qu'on ne gardait jamais son verre, ni le poser sur la table. À chaque fois qu'on voulait se désaltérer, il fallait appeler un garçon et lui demander une boisson. Ça me dit toujours pas ce qu'on y mangeait, parce que moi je commence à avoir la dalle avec tes histoires. Très bien, très bien. Voici le menu. Bienvenue au domaine. Pour ce banquet, nous débuterons par un service d'une vingtaine de hors-d'œuvre, suivi des potages de mouton frits au navet et d'oies au pois vert. Ensuite, nous apporterons les multiples entrées, composées notamment d'un gigot à la royale et de pâtés au dindon. Après cela vient l'heure des rots. Oui, les rots, comme tout ce qui est rôti, voyons. Civet de gibier, chapon et canard en sauce, filet de cerf au perdreau truffé, rognons et poissons au coquillage. S'il vous reste de la place, il y a encore les entremets, avec salade et fromage. Et que serait un banquet réussi sans sa pyramide de fruits frais, ses crèmes pâtissières et ses exquises marmelades. Bon appétit! Ouais, moi aussi, je me demande comment on pouvait avaler tout ça. En tout cas, moi, je vais commander à bouffer direct. Merci, mon régime est foutu. Et pour dire, on en est à un tel niveau de raffinement qu'on préfère servir des desserts en mousse ou en confiture pour... Éviter le désagréable spectacle de la mastication. Ça va donc sacrément loin, ouais. D'autre part, fini les épices et le sucré salé partout comme au Moyen-Âge. La nouvelle tendance, là, ce sont les herbes. Laurier, romarin, estragon, tout ça. On invente d'ailleurs beaucoup de techniques complexes de préparation qui feront partie du savoir-faire de la gastronomie française, comme les coulis, les crèmes, le roux et les émulsions. Et c'est aussi la grande époque du champagne, plus particulièrement du Dom Pérignon, toujours très populaire de nos jours d'ailleurs. Je suis sur le perron avec des dames Pérignon. Mais revenons à notre maître d'hôtel, ce cher François Vatel. Parce que le 17 août 1661, il est chargé d'organiser le banquet d'ouverture du domaine de Vaux-le-Vicomte. Et il va réussir à carrément faire rougir le roi, tant il met les petits plats dans les grands. Imaginez 80 tables recouvertes de faisan, de perdrix et d'ortolans farcis. J'avoue, les gars, il y a des mots que je connaissais même pas quoi. Bon, mais aussi de la vaisselle d'or et d'argent que même Louis XIV ne pouvait pas s'offrir. Ouais, mais est-ce qu'ils avaient la promo de Morito acheté à ticket karting offert? Ah bah je crois pas, non? Alors, non, juste un orchestre de 30 musiciens jouant des compositions inédites pour l'occasion et une comédie exclusive écrite par Molière lui-même spécialement pour cette soirée. Sans oublier le clou du spectacle, hein, un splendide feu d'artifice tiré au-dessus du château et des distributions de diamants. Voilà, chacun fait ce qu'il veut, mais entre nous, c'est quand même un peu mieux que les mojitos, quoi. Bref, la soirée est tellement luxueuse que ça en est littéralement indécent. Pour le jeune roi, qui a des problèmes de finances, cet étalage de luxe est une provocation et mérite qu'on rappelle à Fouquet qui est le patron du pays. Est-ce qu'il est le patron? Et moi? Donc voilà, comme je vous le disais, à l'époque, les plats, ça permettait de faire étalage en fait du coup de sa richesse. Donc c'était des combats de buffet quoi. C'est vrai en même temps quoi. À un moment, le mec organise quand même une loterie où chaque numéro est gagnant et offre des perles et des chevaux à tous les invités. Faut pas abuser quoi non plus. Humilié, Louis XIV décide d'arrêter le surintendant Fouquet à la suite de cette soirée. François Vatel, qui était à l'initiative de toute l'organisation des réjouissances, est terrifié à l'idée d'être également enfermé et prend la fuite. Il passera 10 ans en exil, jusqu'à revenir travailler pour l'éminent Louis II de Bourbon-Condé, aussi appelé le Prince de Condé ou Grand Condé. Son poste porte alors le doux nom de contrôleur général de la bouche. Et voilà où on en est. Putain, j'ai failli toucher la caméra, mais c'est pas grave. Vatel organise les plus belles fêtes d'Europe. Et ces tables sont si garnies que même le roi lui en veut. Va-t-il regagner les faveurs de la cour grâce à ses inimitables rots? On parle toujours des rots en tant que plat rôti, hein. Allez pas vous imaginer des scènes bizarres. Ah oui, autant pour moi, même moi j'imaginais un... Tu fais bien de préciser. Et c'est là que le drama intervient. 10 ans plus tard, en 1671, le Grand Condé organise des festivités dans son château de Chantilly, en l'honneur du roi, afin d'obtenir un poste de chef militaire. Et là, il faut lui en mettre plein les mirettes, hein. Au roi Soleil. Il n'a pas le droit à l'erreur. François doit honorer son maître et faire des pirouettes en l'honneur du plus grand monarque de tous les temps, blablabla. Bon, clairement, le moindre imprévu serait une véritable catastrophe. Et autant vous dire que 3000 invités sont prévus. Il faudra les loger, les nourrir, les divertir pendant 3 jours, du jeudi au samedi. Et Vatel a un budget de 50 000 écus, soit quelque chose de quand même colossal hein, pour tout organiser. Il est crucial que le roi soit positivement impressionné, parce que cette fois, c'est sur Vatel que repose la destinée de la maison. Donc vous voyez bien qu'il y a un petit peu de pression. Dès le jeudi, les réjouissances commencent. Vous commencez à connaître la chanson. On a bien évidemment de la vaisselle en or, des promenades, des collations champêtres, de la
musique et toute la volaille et le gibier que vous pouvez imaginer. Mais... Comment ça, mais? Bah, je sens qu'il va y avoir un mais et que ça va mal tourner cette histoire. Ouais, t'as raison. En fait, il y a 75 invités qui se pointent par surprise et qui n'étaient pas prévus. Et du rôti vient à manquer sur certaines tables. Le flip de François Vatel à ce moment-là. Et vous imaginez même pas. On n'en est pas à se demander pour ou contre l'ananas dans la pizza là. Moi je pense que la question elle est vite répondue. Là, Vatel est pétrifié. Je suis perdu d'honneur. Voici un affront que je ne supporterai pas. Et puis la tête me tourne. Il y a 12 nuits que je n'ai pas dormi. Aidez-moi à donner les ordres. Et... même si le grand Condé en personne tente de rassurer son maître d'hôtel et l'assure que le repas fut carrément à la hauteur, rien ne peut apaiser Vatel, qui est, à ce stade, une vraie boule de nerfs. Votre bonté m'achève, mais je sais que le rôti a manqué à 2 tables. Je vous dis qu'on était dans du drama de haut vol. Rien de tel qu'un petit feu d'artifice pour remonter le moral des troupes. Mais, manque de chance, le ciel est couvert de nuages et le spectacle à 16 000 francs fut un échec. 16 000 francs, ça vous paraît un peu nul pour l'instant, mais faut savoir qu'à l'époque, c'était juste une fortune. Donc voilà une nouvelle source de panique pour notre cher François qui n'a toujours pas dormi. Et il n'allait malheureusement pas être au bout de ses peines. Le vendredi, c'est jour de carême, et comme le veut la coutume, le repas se doit d'être moins riche que les précédents. Vatel a donc prévu de servir du poisson frais, et moult fruits de mer et coquillages. Ces commandes ont été passées dans plusieurs ports réputés, comme ceux de Dieppe et de Boulogne-sur-Mer. Des centaines de chariots remplis de sols et de turbots sont attendus. Imaginez un peu sa panique quand le coursier ne lui rapporte que 2 ridicules petits paniers. Alors là, c'en est trop. Un déshonneur comme ça, c'était vraiment pas envisageable pour ce génie de l'organisation, qui était habitué à recevoir des éloges de toute l'Europe et qui faisait de son métier une véritable raison de vivre. La nourriture ne manque jamais à ceux qui aiment la cuisine. Il dit à ce second « Monsieur, je ne survivrai point à cet affront-ci. » et monta dans sa chambre. Le manque de sommeil, la pression de la réussite et la surcharge mentale de son poste l'ont poussé à prendre une décision légèrement irrationnelle. Il cale son épée contre la porte et décide de se la planter en plein cœur, façon harakiri des samouraïs japonais. Il lui faut cependant 3 reprises avant de tomber mort, tué par la honte et par la peur de voir sa réputation ridiculisée à tout juste 40 ans. Et en fait le pire, c'est qu'au moment où on découvre son corps dans une mare de sang, les chariots remplis de poissons frais arrivent justement sur le domaine. Oui, car finalement, ils avaient juste un petit peu de retard. Malgré la nouvelle qui se répandit rapidement parmi les convives, le repas fut sauf et le service fut assuré par le bras droit de Vatel, un dénommé Gourville. Et vous savez quoi? Eh bien les poissons ne furent même pas mangés, soi-disant en l'honneur du défunt. Tout ça pour de la sole pourrie finalement. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? François Vatel s'est-il vraiment donné la mort par excès de professionnalisme? Eh bien, vu la situation, la pression et la réputation du bonhomme, on peut supposer que cet élan morbide est le fruit d'un sacré burn-out, c'est-à-dire une bonne vieille dépression nerveuse, quoi. Au bout de 15 jours de travail acharné, le manque de sommeil et les émotions en pagaille ont probablement provoqué une perte de lucidité et le pauvre bougre ne se sentait plus capable d'encaisser quoi que ce soit. Le gros craquage, quoi. On dit aussi que le grand Condé versa une larme pour son défunt maître d'hôtel. Et exceptionnellement, un suicidé ne se trouva pas mis dans la fosse commune, mais fut bel et bien enterré en bonne et due forme. Le roi jura qu'il ne causerait plus un tel embarras et reconnut qu'il n'aurait pas dû inviter toute sa cour et forcer à tant de préparatifs. Ouais, enfin, Cimer, mais c'est un peu tard là. Certes, mais mieux vaut tard que jamais, je suppose. L'histoire a fait le tour de France, notamment grâce aux lettres de Madame de Sévigné, qui était sur place et qui raconte l'événement avec un certain nombre de détails. Vous trouverez d'ailleurs le lien des lettres en description. Et même si le talent et les festins de Vatel lui ont conféré une solide réputation, c'est avec le récit de sa mort qu'il est réellement passé à la postérité, et ainsi est devenu une légende de la gastronomie française. Si d'aventure tu manques de poiscaille, faudra trouver autre chose à graille. Pas sûr de la pertinence là. En cas de pénurie d'œufs mimosa, tu peux compter sur la pizza. Mais c'est sérieux là? Tu n'as plus de saumon d'Écosse. Il te reste un bon gros tacos.